Ok, bon, bah, écoutez, on va commencer. En gros, ces derniers temps, je pense que vous avez participé, vous avez eu beaucoup de webinars très intéressants pour le coup de certaines institutions ou certains acteurs de l'écosystème. Je vous recommande vivement pour tous les sujets opérationnels ou administratifs, les FAQ de France Digital qui sont très bien faites et font intervenir des gens pertinents. Sur la levée de fonds, on a beaucoup entendu ces derniers temps que les levées de fonds c'était terminé, qu'il n'y avait plus aucun investisseur qui investissait. Nous, on est un peu, enfin, on n'est pas tout à fait d'accord. On pense qu'il y a une certaine partie des levées de fonds effectivement qui vont être directement touchées par la crise, celles qui concernent principalement des sociétés un peu plus matures qui avaient pour habitude de lever des montants de 30, 50 et plus, donc tout le later stage ou la série B, qui font principalement intervenir des fonds d'investissement, de venture capital, des corporates et d'autres gros acteurs qui ont aujourd'hui sont occupés soit à éteindre les feux dans leur portefeuille, soit comme les corporate ventures vont certainement se concentrer d'un point de vue stratégique sur leur activité de base plutôt que l'investissement extérieur. En revanche, sur le précis, si Syria, il existe toujours des investisseurs. Alors même si les fonds venture vont très probablement être inactifs ou du moins beaucoup plus lents ces prochains mois, il existe d'autres types d'investisseurs qui sont prêts à financer des boîtes et on verra dans quel contexte et sur quelles conditions les onboarder. Donc en gros, on n'est pas tout à fait d'accord sur fini la levée. Fini la levée, ouais, mais d'élever sur des valos injustifiables, des montants complètement incroyables par rapport aux maturités des sociétés concernées. Donc, c'est fini pour ceux qui surfaient sur de belles tendances dans certains secteurs ou qui avaient des bons hashtags, intelligence artificielle, blockchain et d'autres qui excitaient un peu tout l'environnement. Pour ceux qui ont une vision long terme, une croissance plutôt bien maîtrisée, il y a encore des opportunités. Donc le coup de mont, il va certainement se ressentir sur le later stage et des levées de plus de 10 millions. Les process vont être certes un peu plus longs pour les autres types de levées de fonds, mais il y a encore moyen aujourd'hui d'attirer des investisseurs. Donc, ce qui est important, c'est en revanche la sélectivité des investisseurs elle va être d'autant plus forte. Je pense que le cash et le temps, ils vont être concentrés sur certains types d'entreprises. Bon, celles qui bénéficient d'un bon momentum avec le Covid pour sûr. Et puis après, toutes les autres qui sont portées pour nous par des équipes dirigeantes qui maîtrisent leur cash, qui ont activé le plan de survie selon leur expérience du marché entrepreneurial et puis après tous les bons conseils qui nous ont nourris ces dernières semaines de plein d'acteurs. Ceux qui sont malins, qui sont des brouillards, qui ont trouvé des pivots à court terme ou des offres commerciales qui ont réussi à garder leurs clients avec 2 mois gratuits ou une diminution de l'abonnement pour ceux qui aujourd'hui sont sur des modèles SaaS. Donc voilà, montrer qu'il y a un système D qui est activé et que vous savez rebondir même dans des pods un peu difficiles. C'est les entrepreneurs et fondatrices réalistes aussi, pragmatiques, qui minimisent pas le risque de crise. Ça veut dire que dans les prévisions financières que vous présentez à des investisseurs, que ce soit vos actionnaires ou des gens extérieurs, on espère que vous tenez bien compte de l'impact de cette crise. Alors, il y a eu beaucoup de conseils pareils qui ont été donnés. Prévoir du newbies à zéro pour les 6 prochains mois, un sérieux ralentissement sur les 3-6 mois suivants. Bon, c'est à vous de voir en fonction de votre secteur. Mais je pense que c'est important que vous montriez à vos actionnaires et à d'autres investisseurs que voilà, vous ne minimisez pas la crise, vous prenez bien conscience qu'il y a quelque chose qui va intervenir non pas pendant les mois de confinement, mais par différentes vagues. Et puis, on a une crise aussi qui approche de la crise systémique, ou dans le sens où il y a eu un impact très sérieux sur les marchés financiers, sur nos économies, et que forcément, ça va avoir un effet de répercussion sur votre croissance et sur vos secteurs. Donc voilà, en gros, soit vous êtes impacté indirectement ou directement par la crise, et c'est important de montrer l'activation d'un plan de survie du système D et montrer que vous êtes pragmatique, vous ne minimisez pas la crise. Soit vous êtes parmi dans le camp des chanceux, donc tous ceux qui font de la télémédecine, du télétravail, qui travaillent sur des solutions de streaming, de contenu, de médias. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup de startups dans le gaming aussi qui profitent largement de cette crise. Bon, pour les plus opportunistes, le conseil à donner, c'est de ne pas être trop gourmand. Les investisseurs savent très bien qu'il y a un gros effet conjoncturel sur votre croissance.
En revanche, ils vont challenger aussi les effets structurels. Donc voilà, soyez pas trop gourmands sur les valorisations et sachez bien que l'environnement est moins compétitif pour vous, dans le sens où il y a moins de startups aujourd'hui qui se présentent pour lever des fonds. Il est moins compétitif aussi pour les investisseurs, puisque une bonne partie des investisseurs titre professionnel, investissant de façon professionnelle, ont des portefeuilles assez larges et donc se concentrent sur eux avant de nouvelles opportunités. Donc voilà, il devrait y avoir un équilibre aussi et une baisse des valorisations, elle sera perçue même sur les très beaux deals qui profitent du moment. Moi, j'en finis un peu sur cette partie avec, en gros, écoutez, nous, on pense que les levées de fonds, ce n'est pas terminé. On a toujours vu la levée de fonds comme autre chose qu'une simple recherche de financement ou d'argent. C'est aussi une association avec des partenaires, investisseurs individuels ou fonds institutionnels. Et dans ce cadre-là, c'est peut-être aussi dans ces contextes de crise qu'on trouve les meilleurs partenaires. Donc, il y a des opportunités. Bon, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répondra peut-être après. Je regarde s'il y en a certaines qui sont peut-être en lien direct avec. Je pense que je pourrais y répondre après si vous êtes patient. Ok, donc en gros, des investisseurs, il y en a. Nous, je ne sais pas si vous connaissez Angel Square, mais en gros, ces 4 dernières années, on a travaillé assez durement pour réunir une communauté d'investisseurs qui est assez large. On a des serial entrepreneurs, des business angels qui investissent depuis une bonne dizaine d'années. Alors, toujours sur des tickets sérieux, on a un ticket moyen chez Angel Square qui est autour des 50-60K pour des tours de seed par investisseur. Et sur des séries A, on est capable de compléter des tours de VC avec des investisseurs qui peuvent positionner des tickets de 100, 300, 500K. Et en fait, ces dernières années, surtout depuis mi-2018, on a noté de nombreux family office et de familles. Alors, il y en a certaines qui sont structurées, qui ont des équipes. On connaît bien la financière Saint-James et d'autres un peu plus connues qui ont des équipes d'investissement dédiées et qui investissent depuis maintenant 3 5 ans dans des startups. Il y en a plein d'autres, des familles moins connues qui préfèrent rester discrètes et qui au final, parce que les marchés sont sous-performants depuis quelques années, en soi, il y a la jeune génération aussi qui arrive, attirée par l'entrepreneuriat et qui réveille un peu l'historique d'entrepreneuriat familial. Et donc, en gros, il y en a pas mal aussi avec cette crise qui sont en train de réviser l'allocation de leurs actifs et de leur portefeuille et qui s'intéressent de plus en plus aux ventures. Et c'est dans ce contexte de crise en fait que c'est intéressant d'aller chercher ce type d'investisseurs. D'une part, donc, dans notre communauté, on a des business angels qui sont experts, on a des leaders de clubs. Aujourd'hui, on a 12 d'actifs, des privés, des publics, qui sont portés par des entrepreneurs. On a Benjamin Attal qui a cofondé Sushi Gourmet, qui est un expert des marketplaces, de la food tech et d'autres sujets. On a Patrice Thierry, qui est CEO de ProWebCE, qui connaît très très bien le monde du logiciel, de la grande entreprise, de la vente logicielle. Ouais, c'est des gens qui sont des partenaires assez solides à avoir au capital. Et donc, c'est des gens que vous pouvez être amené à solliciter, alors soit via Angel Square pour aller chercher des leaders, soit en direct, vous, parce que vous connaissez ces gens-là. Et alors, ces personnes-là, elles sont plus à même, à financer votre société en ce moment dans le cadre soit de tours pré-seed, parce que c'est aussi l'occasion pour vous d'organiser, de structurer un board, de constituer un réseau de 2-3 partenaires investisseurs qui sont capables de vous financer, de vous aider à structurer votre entreprise pour le moment. Et puis voilà, mais qui vont attendre aussi des valorisations qui sont intéressantes. Vous pouvez aussi les chercher sur des bridges, au même titre que les family office, qui seront intéressés toujours à compléter des tours avec vos actionnaires historiques. Et donc, je pense que c'est important aussi de penser à ces investisseurs-là et pas uniquement aux fonds VC classiques qui, effectivement, aujourd'hui, ont autre chose à faire que d'investir dans les nouvelles opportunités. Je vais finir là-dessus. Il y a d'autres fonds auxquels on pense un peu moins. C'est les fonds un peu qu'on appelait Tier 2, mais mine de rien, ils existent encore et ils sont toujours actifs. C'est les fonds FIP, FCPI, qui sont des fonds qui, tous les ans, collectent de l'argent. Je crois que l'année dernière, il y a une forte baisse depuis la fin de la défiscalisation ISF, mais c'est des fonds qui sont toujours actifs. Je crois qu'il y a 300 millions qui ont été levés l'année dernière, si je ne me trompe pas, et qui continuent d'investir dans des startups. Donc, je pense à Venture, Xange, Omnes et d'autres. C'est des investisseurs qui sont plutôt portés à soit financer des boîtes qui ont une rentabilité à plus ou moins court terme, soit des sociétés à très forte technologie. Parfois, ils gèrent ce qu'on appelle le FNA, les fonds nationaux d'amorçage.
Donc voilà, c'est important de penser à eux aussi en fonction de votre secteur. Et puis enfin, on a les first time funds qui sont des fonds qui viennent d'être levés et donc là qui ont du cash à déployer. Alors, une grande majorité d'entre eux sont positionnés sur du later stage dernièrement parce qu'on avait un écosystème européen qui est quand même plus mature qu'il y a quelques années. Donc, il y a des pré-IPO ou des grosses levées à financer. Je pense que ces investisseurs se permettront dans le contexte de revoir un peu leur stratégie et peut-être se porter sur des séries A intéressantes. Donc voilà, pensez à élargir votre champ de contact. Je pense que c'est important. Et puis, n'hésitez pas à mobiliser vos actionnaires historiques parce que tous les nouveaux entrants vont venir sous l'impulsion de ces actionnaires historiques. Si vous n'en avez pas, ce sera des tours peut-être avec des business angel experts en précis pour constituer votre board. Et voilà, je pense que c'est important que vous pensiez à d'autres acteurs aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que les fonds VC qui investissent dans les startups. On va peut-être faire un petit tour sur les questions. C'est des questions très précises sur certains segments. Je peux y revenir tout à l'heure. Sur la façon de concrétiser sa levée. Alors, au mois d'avril, c'est clair que des entreprises qui ont commencé leur levée depuis 1 ou 2 mois. Alors là, ce qu'on recommande souvent, c'est si vous avez des premiers investisseurs qui sont déjà positionnés, qui ont déjà décidé d'investir et qui jouent le jeu, c'est-à-dire vous avez toujours des nouvelles d'eux malgré ce contexte de confinement depuis 3 semaines. Je pense que c'est important de voir votre levée en 2 fois et de closer en 2 fois. Ça se fait, nous on le fait souvent avant l'été ou avant la période des congés scolaires de Noël. Donc imaginons que vous levez 1 million ou 500 000, disons, vous avez 2 tiers du tour qui est sécurisé. Je pense que c'est important que vous envoyez les term sheets ou vous engagez sur un pacte d'actionnaires avec vos investisseurs de façon à les positionner et que vous ayez ce montant-là dans les 3 semaines sur vos comptes en prenant en compte, je pense que les banques et les avocats continuent à travailler, donc voilà. Et puis de vous donner une délégation de compétences, c'est quelque chose qui est assez simple à formaliser dans une AG, vous laissant la possibilité dans les 3 à 6 prochains mois d'accueillir de nouveaux investisseurs sur les 200 cas restants ou les 300-400 cas restants sur des tours de seed qui étiez dans votre objectif initial de levée. Voilà, que vous puissiez les onboarder sur les mêmes conditions et sans forcément repasser par une AG pour les requérir. Donc, je pense que j'espère que ça répond à la question. N'hésitez pas s'il faut que je précise. Sur la hard tech et la sécurité, je pense que justement, les fonds d'investissement, soit sont très généralistes et on les a vus, se sont beaucoup orientés sur des startups qui sont SaaS B2B. On a vu une grosse vague de toutes ces boîtes marketplace ou ces nouvelles marques qui sont autour du digital consumer, les DNVB et autres, qui ont pas mal attiré les investisseurs. Je pense que c'est le grand retour aussi des boîtes deep tech, hard tech, sécurité, où on sent que c'est des sociétés qui aujourd'hui sont peu impactées. Le programme R&D normalement est bien tenu si effectivement vous avez un labo de recherche qui vous est dédié. Voilà. Et je pense qu'on se retourne de plus en plus, en tout cas on le sent côté investisseur, sur des technologies qui ont une vision long terme, qui vont servir derrière, qui sont essentielles aussi pour l'humanité, qui sont prometteuses. Donc, au contraire, je pense que la hard tech et la sécurité, nous, en tout cas, on regarde des dossiers sur le sujet. On a des dossiers IoT, notamment dans tout ce qui est suppression du gaspillage d'eau avec des compteurs intelligents sur les points de distribution. Enfin, voilà. On a des sujets comme ça qui intéressent beaucoup. Alors certes, on ne vous promet pas une levée de fonds en 2 semaines ou 3 semaines, mais c'est des sujets qui intéressent. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à envoyer votre dossier. Effectivement, ils sont moins faciles à comprendre. À partir du moment où vous avez un discours qui est vulgarisé, je pense qu'on peut attirer des investisseurs. Bon, en tout cas, nous, on l'a déjà fait. On a fait beaucoup de deals dans la maintenance prédictive, dans les technologies télécom et autres. Et on a toujours bien réussi à attirer soit des investisseurs qui comprenaient le secteur, soit des autres qui étaient intéressés à se positionner sur ces sociétés-là. Donc, au contraire, je pense que vous avez des cartes à jouer en ce moment. Sur rencontrer des business angels, quelles sont leurs nouvelles priorités? Bon, les nouvelles priorités, c'est soit sur des secteurs qui ne sont pas touchés directement par la crise, voire qui vivent un super momentum aujourd'hui. Je l'ai cité tout à l'heure, le gaming,
le gaming, tout ce qui est cloud, les technologies cloud qui sont là pour optimiser les débits de données, la fluidité, diminuer la latence des réseaux et autres. On voit beaucoup d'intérêt sur ces sujets-là. Et puis, on voit aussi des sujets sur de la technologie. Nous, on a pas mal de deals aussi life science sur lesquels on est en train de travailler, qui vont sortir et qui intéressent beaucoup nos investisseurs. Pour les rencontrer, alors c'est sûr que je le disais tout à l'heure, les processus de levée vont forcément être impactés aujourd'hui parce qu'il reste encore beaucoup d'investisseurs qui demandent à rencontrer physiquement les investisseurs. Après, c'est vraiment très différent. Nous, on a un investisseur qui tout à l'heure nous a confirmé investir 100K dans une société. Il n'a pas vu les fondateurs, mais voilà, je pense qu'ils se sont vus 2-3 fois sur Zoom. Et donc, c'est extrêmement variable. Donc, moi, je pense que c'est le bon moment pour prendre des contacts. Et puis après, en fonction des retours que vous avez d'investisseurs, de leur appétence pour le dossier, soit accélérer un premier closing sur votre objectif initial plus important, soit à la fin du confinement, de prendre note et d'organiser vos rendez-vous. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à quelques questions. Je vais peut-être finir juste sur, en gros, là où il ne faut pas être dupe, c'est que les investisseurs dans ces contextes c'est un nouveau cycle qui est en train de se créer. Ils attendent des entrepreneurs, des fondatrices, des équipes qui sont ultra débrouillards, qui sont résilients. Et dans ce cadre-là, on ne va pas lever de la même façon qu'on le faisait il y a encore quelques mois dans un marché qui était complètement fou, où parfois on pouvait lever sur des belles techs avec des beaux concepts, ou parce qu'on avait attiré quelques grands noms sur son tour de table, attiré facilement un fonds VC. Donc les levées vont être un peu différentes aujourd'hui. Je pense que vous devez les voir différemment. Je l'ai dit, il y a différents objectifs, soit structurer un board, soit aligner un bridge aux côtés d'investisseurs historiques, parce que effectivement, malgré les décisions que vous avez prises, les aides de l'État ou autres, vous avez des sujets de trésorerie à court terme à combler. Ou soit il vous faut trouver un complément de tour pour finaliser un premier closing, avoir un montant quand même suffisamment conséquent par rapport à votre gros objectif initial pour closer. Je pense qu'il faut que vous fassiez attention en ayant un bon discours. Donc, donner une visibilité cash aux investisseurs, une certaine forme de rentabilité ou un cash flow positif sur les 6-9 prochains mois, ou alors un plan de survie qui soit bien proportionné par rapport à cette crise. Après, sur quel produit trouver? Alors, on a beaucoup parlé du BSAR ces derniers temps. Je pense que c'est un outil effectivement qui peut être intéressant quand vous avez un besoin de cash à moins d'un mois et qu'il vous faut les fonds à ZAP. Pensez aussi au compte courant et sollicitez aussi vos actionnaires là-dessus. Je pense que c'est aussi un outil intéressant. Ou le BSAR, vous pouvez aussi l'utiliser sur des levées. Vous avez des discussions avec des VC qui finalement ont été fortement impactés avec la crise. Je pense que ça peut être intéressant d'utiliser l'outil parce que les VC vous ont confirmé que le process était décalé de 6 mois, mais qu'il y avait une appétence forte. Donc voilà, pour un BSA, il faut que pour l'investisseur, il y ait une conversion assez entre 9 et 12 mois qui soit assez perceptible. Sinon, c'est quand même un outil qui reste fortement à l'avantage de l'entrepreneur et des startups plutôt que celui de l'investisseur, qui se retrouve sans droit d'actionnaire et avec un papier, une simple option d'achat à un moment donné, où peut-être qu'il aimerait un peu plus de sécurité ou du moins avoir un peu plus de droit de regard. Donc, n'oubliez pas, il y a aussi les obligations convertibles, alors, généralement qui sont plus dédiées à des sociétés un peu plus matures ou qui n'ont aucune visibilité sur leur rentabilité à court terme. Mais je pense que ça peut être intéressant aussi à utiliser donc obligations convertibles, convertible loans. Voilà. Donc ça, c'était pour les outils. Alors, secteur de la food très impacté. Ouais, alors sur la food, ça dépend parce que nous, dernièrement, on avait participé à une opération d'une société qui est très, très forte, qui a plus de 3000 commandes par jour. Aujourd'hui, tout ce qui est delivery, e-commerce dans le secteur de la food et produits frais, on voit Rungis qui a annoncé son partenariat avec Épicerie, qui est une boîte dans laquelle on a mis pas mal d'investisseurs sur le premier tour seed avant Monoprix. Donc non, enfin, je pense que ça dépend vraiment du segment sur lequel vous êtes dans la food. Si effectivement vos clients, c'est des restaurateurs ou des hôteliers, c'est un peu compliqué. Si vous êtes une marque, je pense qu'il y a des pivots malins à trouver
à partir du moment où vous avez des solutions de livraison qui sont bien backées, je pense que vous avez des solutions malines à trouver. Je pense à un secteur qui est fortement impacté. N'attendez pas qu'il y ait des cavaliers blancs qui arrivent et des investisseurs qui sauvent votre boîte sans forcément que ça ait un impact négatif sur votre dilution ou sur quoi que ce soit. Ceux qui sont à même de vous aider dans les moments difficiles, c'est vos partenaires existants, vos actionnaires historiques. Mais n'attendez pas des investisseurs qui viennent sauver votre société. C'est assez rare, ou alors ils le feront, mais sur des conditions qui sont pas forcément dans vos intérêts, quoi. Secteur de la mobilité. Alors, secteur de la mobilité, pareil, ça dépend de votre segment. Nous, on a des solutions plus tech dans la mobilité, alors, autour des voitures connectées ou des sujets plus long terme qui intéressent pas mal, hein. Je pense que le sujet des nouvelles mobilités reste un sujet prégnant. Donc, à partir du moment où vous montrez que vous avez du potentiel post-confinement, je pense que ça trouvera toujours un intérêt côté investisseur. Je trouve personnellement que c'est pas simple de trouver un investisseur. Merci de lister sans CA à la recherche de financement pour le développement du produit difficile. Ouais. Bref, ouais. Après, encore une fois, ça dépend de quel produit on parle, de quel hardware. Est-ce qu'on attend encore 6-9 mois avant de passer de toute façon, industrialisation, c'est compliqué. Si tes fournisseurs sont chinois. Sur le sujet hardware, il y a un gros sujet dont on discute avec pas mal d'investisseurs et même des entrepreneurs, hein. C'est relocaliser la production. Après, vous faites ce que vous pouvez, hein. Il y a certains produits ou électroniques qu'on peut plus facilement sourcer en Chine. Et ça, c'est un gros sujet sur les solutions qui vendent déjà. En tout cas, la relocalisation d'une partie de leur production ou assemblage, c'est intéressant. Donc, en gros, si vous avez des cas très spécifiques, c'est difficile d'y répondre durant ces webinaires, hein, vous imaginez bien. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer votre dossier. Nous, on le regarde avec attention. Historiquement, sachant qu'on reçoit 200 dossiers par mois, on a parfois des réponses automatisées pour essayer de répondre au maximum. Et puis, pour des sociétés qui ne rentrent juste pas dans le bon timing, pour nous, on essaie de garder des relations. Là, dans le contexte de crise, si on veut, on vous répond de façon personnelle à tous et quand il y a un vrai sujet, on vous a au téléphone. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à envoyer votre dossier. On a une équipe de 3 personnes qui ont pour consigne d'essayer de répondre au maximum à vos questions et de répondre personnellement à vos candidatures ou à vos decks. Ouais, alors sur les valos, c'est mix. Alors, il y aura un impact très fort, c'est clair. Je pense que 50%, c'est beaucoup, hein, autour de 20-40 pour sûr. Maintenant, il y a une grosse discussion aussi de est-ce que vous levez le même montant pré-crise et pendant et après la crise. Ça, c'est aussi un impact forcément sur votre dilution. Je pense que c'est le moment de réfléchir intelligemment au montant réel qu'on veut lever et de le faire avec les bonnes personnes. Parce que quand vous levez à 500 000 avec des gens qui connaissent votre secteur, qui sont des actionnaires qui se défoncent pour la boîte et qui vous trouvent des solutions, c'est autre chose que investir avec 1 million, avec quelqu'un qui connaît moins forcément, qui ne peut pas forcément vous accompagner de la même façon sur un point de vue opérationnel ou business et qui est là pour superviser votre stratégie de financement à horizon 7 ans et que vous continuez à garder en tête vos opportunités, des opportunités de sortie. Pour être clair, pensez lever bien avec les bonnes personnes. Potentiellement, peut vous amener à minimiser le montant que vous souhaitiez lever initialement et donc forcément vous baissez votre valorisation en proportion et on restera dans des ordres de grandeur de 20-30% de dilution, j'entends. Donc voilà, je pense que c'est surtout réviser vos montants, faites-le avec les bonnes personnes, dans les bonnes conditions. Et effectivement, les valorisations attendues seront plus faibles, mais en termes de dilution, vous y retrouverez peut-être. En tout cas, je vois mal l'intérêt d'un investisseur à rentrer à plus de 30% dans la boîte, à moins vraiment que vous soyez dans une situation très pénible et son investissement, de son investissement dépend la survie de la société, quoi. Donc, convaincre des investisseurs. Nouvelle priorité. Nouvelle priorité, c'est les nouveaux secteurs dont je parlais ou alors des opportunités bien pensées, c'est-à-dire des entreprises qui se sont bien structurées ces 3 dernières semaines,
des entrepreneurs qui ont pris les bonnes décisions, qui ont mis tout le monde au chômage partiel avec des proportions raisonnées en fonction du poste et des départements, qui ont sollicité correctement les aides à disposition, qui ont trouvé des pivots intéressants à cibler. Et puis après, les secteurs clés dont je parlais tout à l'heure, du gaming, du cloud, de la life science aussi, ou de la hard tech, justement, qui répond à des enjeux plus long terme de l'humanité. Pour moi, il y a des intérêts. Après, vous attendez pas à closer en 3 semaines. Encore une fois, je pense que les procédures vont être plus longues. Là où vous avez, enfin, les VC, donc il y a toujours une équipe d'analyse qui travaille. Donc, à mon avis, les process vont être allongés, mais vous allez passer du temps avec eux. Pour rappel, un business angel, c'est pas quelqu'un qui est là pour perdre son temps. Donc, quand vous parlez à un membre de COMEX de grand groupe ou un investisseur, serial investisseur qui reçoit des dizaines d'opportunités, vous inquiétez pas, il va optimiser son temps et le vôtre. Donc, certes, ça va prendre le temps que ça prend, mais ce n'est pas quelqu'un qui va vous solliciter 5 fois en 5 semaines à raison de rendez-vous d'1 heure, 1 heure et demie pour vous lui expliquer le secteur et tout ça. Donc, je pense que tout le monde optimise son temps. Donc, vous pouvez rencontrer des investisseurs et à vous d'optimiser correctement votre temps avec eux. Le business model d'Angel Square, en gros, c'est simple. On l'a revu aussi pendant le Covid. Généralement, on a toujours un petit ticket d'entrée, un front fee qui est autour des 3 000, 5 000, et puis un pourcentage de 5% sur les montants investis, soit par notre communauté, soit par l'ensemble des investisseurs sur l'opération. Dans le contexte du Covid, on fait pas mal de cadeaux. Donc, vous pourrez en discuter notamment sur le entry fee. Et puis, on essaie d'être raisonnable. Pour rappel, la société a 4 ans, comme vous, on est break-even depuis 2 ans. Donc voilà, on connaît les sujets de trésorerie, on les vit en interne aussi. Et donc, dans ce contexte-là, on est plus à même de revoir nos offres et de les aligner sur vos enjeux à vous. Et voilà. Donc, ça, c'est une discussion qu'on peut avoir en direct sans problème. Pour rappel, on est quand même là aussi pour présenter des belles startups et des belles équipes à nos investisseurs. On ne se prive jamais d'une opportunité sous prétexte qu'on ne rentre pas dans nos frais, quoi. Donc voilà. Alors ouais, pardon. Sur les marques de luxe, ouais, écoutez, ça dépend, ça dépend. Est-ce que vous avez trouvé des alternatives de distribution aujourd'hui? Forcément, si vous dépendez que du retail, c'est un peu compliqué. Les ventes sont à zéro. On a des sociétés comme telles. Et puis après, si vous n'avez pas de système de livraison, c'est compliqué aussi. Non, enfin, c'est pour les marques, ça dépend vraiment de la façon dont vous avez réussi à trouver des alternatives de distribution, hein. Et puis à quel point vous en êtes dans les avancées. Si vous aviez des chiffres avant crise qui étaient exceptionnels, je pense que des investisseurs sont capables d'entendre que la crise a un impact, mais que demain cette marque revivra sur la même tendance. Je pense qu'il y a le panier moyen aussi des consommateurs qui se réduit pas mal, que ce soit les SCSP++, qui ont une partie de leur argent quand même placé en bourse et dans d'autres produits qui ont eu un sacré impact. Et puis je pense la classe moyenne ou CSP+, pareil, je pense qu'ils vont revoir leurs achats et leur consommation. Il y a des questions intéressantes à se poser là-dessus. Donc, c'est une discussion qu'on pourra avoir plusieurs dizaines de minutes. D'ailleurs, on se les note. Hein, peut-être intéressant de faire intervenir l'un ou l'autre des entrepreneurs qu'on a dans le portefeuille ou qu'on a aidé et qui est directement impacté par ces sujets. Les perspectives de levée pour la fin de crise, enfin, honnêtement, je pense que là, d'ici l'été, je ne vois pas le marché redémarrer, pour être clair. Et ensuite, je pense que tout le monde va se structurer, notamment les fonds d'investissement. Bon, ils ont des équipes d'analyse qui continuent à être ouverts, qui regardent des nouvelles opportunités et qui auront plus de bandes passantes en interne, je pense, à partir de la rentrée pour discuter des sujets et éventuellement faire de bons investissements. Donc, je pense pas je pense pas qu'on parlera des mêmes chiffres que l'année dernière, hein, pour être clair, sur les montants levés au S2, puisque ces montants-là, ils ont été principalement drivés par les grosses séries B dont on a entendu parler, des levées late stage, pour lesquelles les sociétés en ce moment sont en train de revoir complètement leur schéma de croissance. Donc
Donc, pour sûr, le montant macro va être moins fort, mais je pense qu'on continuera à avoir des levées de fonds à partir de la rentrée, comme on le voyait auparavant, peut-être pas sur les mêmes montants globaux et macro, quoi. Pour les questions très précises, très concrètes, franchement, je pense que le plus simple, c'est mon mail, c'est david@angelsquare.co. Vous retrouvez les coordonnées, vous retrouvez les coordonnées facilement. Vous pouvez envoyer votre deck sur le site. Je pense que j'y répondrai volontiers de cette façon-là. Le secteur de l'occasion, ouais, enfin, ouais, c'est un secteur qui est pas mal. Je pense qu'il y a aussi toute la contestation des Gilets jaunes qui a eu un impact aussi. Nous, on a vu un intérêt assez grandissant des investisseurs pour ce secteur. Donc ouais, je pense qu'on est sur un bon moment. Après, encore une fois, ça dépend de votre service, de votre produit, de la façon dont vous exécutez la marketplace. Si c'est une marketplace, enfin, on peut en discuter. Je pense qu'il y a un bon, mais alors pas forcément en raison de la crise, hein. Je pense il y a eu via les Gilets jaunes fin 2019 et pour d'autres raisons, pas mal d'intérêt sur tout ce qui concerne l'occasion. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions quasiment. Ouais, sur Equity BSA aussi, si vous avez des questions plus précises, je peux répondre. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est que en gros, le BSA, c'est un outil intéressant si vous n'avez pas de visibilité à moins d'un mois et que, il vous faut du cash à très très court terme et que vous n'avez pas forcément d'actionnaire historique ou même, vous pouvez le proposer aussi à des actionnaires. Ce qu'il faut, c'est bien avoir un plan de conversion, que les investisseurs puissent avoir une conversion possible dans les 9-12 mois. Je pense que c'est quand même un minimum. Vous pouvez le justifier justement parce que vos discussions de prochaine levée, de série A ou plus ont été impactées. Je pense que sur les boîtes plus matures, l'OC et l'obligation convertible est plus utilisée, exploitée. On a eu pas mal de deals post-série A qu'on a complété notamment et qui faisaient des obligations convertibles. C'est plus intéressant pour l'investisseur d'ailleurs. Voilà. C'est surtout que le BSA en soi donne très peu de pouvoir à l'investisseur, très peu de droits, à part un discount entre 15 et 30%. Qui est intéressant, mais pas si effectivement le BSA il se convertit dans un an, quoi. Donc il faut avoir des perspectives, je trouve, de conversion qui soient pertinentes. Donc voilà, je pense qu'on a. C'est mieux de passer par un accélérateur. En soi, je pense que c'est bien de passer par n'importe quel partenaire que vous avez déjà aujourd'hui et qui peut vous aider. Oui, ça a toujours été bénéfique. C'est toujours bénéfique de passer par des acteurs de l'écosystème, que ce soit un accélérateur ou autre, parce que vous voyez aujourd'hui la formule qu'a utilisée notamment Cédric O pour les critères de sélection sur certaines aides de BPI France, c'est d'être une start-up innovante. Et dans le lot start-up innovante, c'est une start-up qui a levé des fonds ou une start-up qui est passée par un accélérateur et a bénéficié du Pass French Tech ou du PIA BPI France. Donc, forcément, avoir des acteurs de l'écosystème qui ont déjà labellisé votre startup dans ce contexte, c'est d'autant plus fort parce que c'est des gens qui vont se mobiliser pour vous. Et puis, c'est des garants un peu des labels qui vous permettent d'avoir certains passe-droits ou alors qui vous permettent d'avoir des éléments de référence qui font que vous êtes parfois priorisé dans la pile ou vous êtes plus favorable à avoir des aides dans ce contexte-là, quoi. Et je crois que sur la réponse, ouais, j'ai répondu à tout. Alexandre, je ne sais pas si j'ai oublié des questions ou on est bon. Les questions qui restent, c'est les cas très précis que tu voulais évoquer en individuel. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais te laisser conclure et puis tu la trouveras de toute façon en message privé pour traiter leur cas individuellement. Ok, en tout cas, on espère que ça va vous apporter des éléments de réponse.
Donc, comme je vous disais, et pour conclure un peu ce qu'il faut garder en tête pour nous, c'est que des levées de fonds, c'est toujours possible. C'est juste que vos objectifs doivent changer, la façon dont vous la structurez aussi. En tout cas, nous, on a des très bons retours, en tout cas très positifs de nos investisseurs sur leur intérêt pour investir dans le venture. Je le disais, il y a des nouveaux investisseurs qui arrivent sur la place, des familles office qui veulent de plus en plus soutenir cet écosystème du venture capital et qui veulent investir en direct et non plus forcément par des gestionnaires dans des startups. C'est souvent des familles d'entrepreneurs justement, donc d'autant plus intéressant de les avoir au capital. Et puis, c'est des gens qui investissent sur le long terme, donc ils ont des horizons de sortie beaucoup plus longs que parfois que les VC traditionnels. Et donc, ils sont des partenaires assez intéressants. Donc, diversifiez vos contacts et surtout, voilà, je pense que vous avez beaucoup de conseils de l'écosystème pour gérer vos boîtes. Je pense que vous êtes les mieux placés de toute façon pour prendre les bonnes décisions. Et voilà, faites juste attention. Je pense que les investisseurs vont être plus sélectifs, vont challenger beaucoup plus vos perspectives financières et de croissance et sont à la recherche d'entrepreneurs ou de produits, de services qui se voient se pérenniser sur le long terme. Je pense qu'on va tous changer nos paradigmes de sélection ou d'investissement. Donc prenez ça en compte et voilà. Et puis nous, on sera ravis de vous aider. Je vous dis, on a mis pas mal de choses en place. On n'est pas présent tous les jours, mais en tout cas, toutes les semaines, je pense qu'on va intervenir sur divers sujets sur le même horaire. Et puis voilà, on a une équipe qui se tient à votre disposition. Vous pouvez poser votre deck sur le site ou envoyer votre email directement à nos équipes. On essaiera d'y répondre dans les meilleurs délais. Voilà. Et je vous dis à très vite. Merci à tous.